Bonjour à tous. Merci d'être présents à cette rencontre autour du beau livre. Je suis Elisabeth Sutton, je suis la cofondatrice du site idbooks.com et également conseil auprès des éditeurs sur leur stratégie, communication, marketing et bien d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons parler de beau livre, mais sous un angle différent, dans le sens où cette table ronde est prévue pour vous montrer qu'on peut publier des livres beaux, innovants, mais aussi à un prix abordable. Parce qu'en général, le beau livre est plutôt à un niveau de prix qui n'est pas atteignable par tous. Et l'objectif de cette rencontre, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut faire vraiment des choses étonnantes, originales, aussi bien dans l'art que dans la littérature, avec des produits qui attirent et qui pourraient peut-être convaincre des nouveaux lecteurs, des gens qui sont éloignés de ce type de livre et comment dire, qui pourraient faire aussi croître votre business si vous êtes éditeur. C'est important aussi de le noter. Donc, c'est ce qu'on va voir avec nos trois invités. Je suis ravie d'accueillir Astrid Bargeton, qui est responsable éditoriale Beau Livre aux éditions Gallimard. Lorenzo Flabi, qui arrive de Rome, c'est ça, hein, exprès pour vous, qui est le cofondateur des éditions Lormain, et puis Vincent Servet, qui lui arrive de Belgique. Donc vous voyez, hein, on fait un beau voyage en plus de parler de beaux livres, qui est directeur général du groupe Matisse. Ils ont chacun des profils très différents, et vous allez voir, je pense que ça va être assez passionnant d'échanger. Donc, la première question, elle vient en tour de table. Je vais tout simplement demander à chacun de nos invités de vous présenter ce qu'ils font. Enfin, quel livre ils ont imaginé pour toucher des nouveaux publics. On commence par vous, Astrid. Tenez. Très bien, bonjour. Alors, en effet, merci pour cette introduction puisque c'est exactement l'objectif du type de publication dont je vais vous parler aujourd'hui. Le beau livre chez Gallimard, évidemment, on en fait beaucoup depuis longtemps. Ce sont en effet des livres souvent très chers, qu'on fait parfois en collaboration avec des musées, parfois nous seuls. Mais c'est vrai que ce sont des livres qui ne touchent pas tous les publics. Et on a une tradition, malgré tout, dans le département éditorial des beaux livres chez Gallimard, qui est de justement proposer des collections accessibles en termes de contenu et en termes de prix. C'était la ligne de la collection découverte que vous connaissez sans doute, les découvertes Gallimard, qui maintenant est arrêtée pour des questions justement de coût principalement. Et donc, depuis quelques années, nous, on réfléchissait à proposer des nouvelles formes innovantes pour toucher ces publics qu'on ne touche pas avec notre production principale. Donc, nous avons sorti, il y a quasiment un an maintenant, une petite collection de monographies de poche sur des artistes que vous allez connaître et reconnaître. Et la spécificité, c'est que ce sont des monographies écrites par des spécialistes évidemment et des historiens de l'art, mais qui sont à mi-chemin entre le livre et le livre objet, puisqu'ils se transforment en petits pop-up. Donc je pense que je peux tout de suite faire cette démonstration. C'est Tokuzai qui gagne. Si vous voulez faire une animation pendant ce temps-là, ça prend un certain temps. J'ai fait l'animation. Allez-y, vraiment, vous pouvez. En fait, merci. Ce sont des petites monographies, donc avec du texte courant, une chronologie, des citations. Et une fois qu'on a fini de lire son livre, qui fait quand même 50 000 signes, donc puisque vous êtes des professionnels, c'est quand même assez dense. Ça permet d'avoir déjà un aperçu assez complet. Donc une fois qu'on a terminé sa lecture, on commence un petit pliage extrêmement facile. On est en mode origami. Voilà, origami, ASMR peut-être, si vous approchez le micro des pages. Et donc, notre livre, maintenant que nous savons absolument tout sur Hokusai, se transforme en petit pop-up à exposer dans sa bibliothèque.
Donc voilà, c'est une collection. On a sorti 8 titres pour le moment et les 4 prochains On va vous en faire sortiront passer. en mars. Et voilà, c'est une collection qui a été très bien accueillie par les lecteurs, donc on est ravis. Il y a combien de titres, Astrid, pour 8 l'instant? titres au catalogue et 4 futurs titres pour mars et 4 futurs titres en septembre prochain. Et c'est une collection qu'on décline aussi en anglais avec un coéditeur pour les États-Unis et l'Angleterre. Donc ça a l'air tout petit, mais il y a quand même pas mal de pages. Hein. Tout à fait. Ça fait une petite activité. Une petite activité, mais bon, c'est assez rapide, assez facile. Oui. L'idée, c'est aussi de toucher un public de jeunes lecteurs. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini votre lecture, vous avez votre petit Hokusai. Je vous fais passer. C'est joli, avouez. Voilà, on va vous en faire passer pour que vous puissiez faire connaissance avec Pop Art. Hein. Donc, on voit qu'on est sur vraiment un produit qui est très innovant et qui s'adresse à tous les publics, aux amateurs d'art, mais aussi à des gens qui ne sont pas Exactement. amis forcément, ils se disent je ne sais pas trop, etc. Et donc c'est un bon complément. Enfin, exactement, un bon ça s'adresse vraiment aux non spécialistes, aux amateurs d'art. Voilà, qui n'ont peut-être pas fait des études d'histoire de l'art, mais qui sont intéressés par ces sujets. L'idée, c'est vraiment une porte d'entrée aussi vers les différents artistes qu'on aborde, de donner le goût de l'art à travers aussi l'objet. Ça nous permet aussi de quitter un peu nos librairies traditionnelles pour toucher plus de public et plus de lieux de vente aussi, évidemment. Les grands groupes de librairies type Cultura, Fnac, qui sont évidemment des cibles pour ce type de collection, et aussi les concept stores, puisqu'on est finalement à mi-chemin entre le livre et l'objet. Merci beaucoup. Lorenzo, vous allez nous présenter les plis. Les plis. Les plis. Il y a plein de points en commun avec cette magnifique collection, cette très belle idée que Astrid vient nous montrer. D'ailleurs, tout d'abord, je remercie vraiment de cœur Elisabeth Sutton de nous avoir invités ici. Les plis sont des livres qui sont ce petit livre-là. Peut-être quelqu'un de vous les a vus parce que ils existent depuis quelques années. On a déjà 38 titres comme collection. Et c'est une collection qui est née d'abord en Italie avec mon associé Marco qui est ici présent. Quand on a commencé à penser la maison d'édition future qui serait devenue dans l'avenir la maison d'édition qui s'appelle l'Orma, et l'apostrophe Orma. On était dans les années 2009-2011. C'était 2 années d'accouchement de cette maison d'édition. Et on a essayé de penser les livres quand c'était la première fois qu'on pensait à l'objet livre. Donc, il y a eu différentes collections qui sont nées. Tout d'abord, l'Orma, c'est une maison d'édition qui est née en Italie en 2012, donc qui existe depuis 13 ans, qui se concentre sur la littérature à forme de littérature. Donc, on fait surtout de la littérature contemporaine du XXe, surtout en italien, de la littérature française et allemande. C'est les 2 grands bassins sur lesquels nous travaillons depuis toutes ces années. Mais on a aussi d'autres collections, et en particulier cette collection qu'en italien s'appelle I Pacchetti. Dès qu'on est arrivé au 40e titre et à 130 000 exemplaires vendus en Italie, on a décidé de faire ce passage, d'essayer de le présenter aussi au public français. Donc, depuis 2020, quand on a commencé à publier en France, c'était dans les moments du confinement, à vrai dire. Donc, le 19 mars, on avait déjà prévu 2020 une belle fête de lancement de la collection. Et ça n'a pas vraiment porté bonheur, mais à partir du mois de mai, par contre, ils se sont vendus comme des petits pains, donc on en est fiers. Qu'est-ce que c'est l'idée là derrière? C'est que c'est des livres qui sont prêts à être envoyés. Comme ici, il y a une idée, disons, de envoyés par la poste. Par la poste. Alors là Exactement. aussi, j'aurais besoin, donc, on fait
Voilà, il me rend l'appareil, exactement. La Donc je précise, ce sont des livres de littérature. Là, on n'est voilà. pas dans l'art. Hein. Non, exactement. C'est La de la couverture, littérature. comme vous voyez, c'est une couverture normale, mais qui devient une enveloppe. La jaquette devient une enveloppe avec quelques pliages simples. Je vais vous montrer, voilà. Il y a la façon de fermer. Et là derrière, c'est comme une carte postale qu'on peut, merci beaucoup Astrid, il y a la place pour affranchir, pour écrire l'adresse, pour écrire j'étais en table ronde avec Vincent, Elisabeth, Astrid, c'était magnifique, j'ai pensé à toi. Et on l'envoie par la poste. Et ça arrive dans les boîtes à lettres. La question qui nous pose les lectrices et les lecteurs, souvent, c'est mais est-ce que ça arrive? Est-ce que ce n'est pas volé par. Effectivement, si on pense de nos jours, on envoie par la poste les ordinateurs, les objets les plus précieux, c'est vraiment penser que les facteurs sont de passionnés de littérature. Pour arriver à voler les livres, oui, ils arrivent, il n'y a pas besoin de mettre une enveloppe sous l'enveloppe. Donc, il faut aussi un peu, comment dire, réagir à la tentation de ne pas salir les livres. Non, la plupart de nous peuvent avoir une approche un peu sacrée ou sacralisante vis-à-vis du livre. Alors nous invitons quand même à écrire sous les livres. D'ailleurs, à l'intérieur, les couvertures des petits livres qui sont à l'intérieur sont très jolies. À la limite, la jaquette peut même se mettre à la poubelle parce que ce qui compte quand même est le contenu et les gestes d'avoir envoyé, d'avoir reçu un cadeau par la poste, une carte postale. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? En cohérence avec les conteniteurs, les contenus, c'est des épistolaires, c'est des lettres. C'est des lettres de ces grands penseurs et penseuses. Donc on a Apollinaire, on a ici, Stendhal, par exemple, on a voilà, Apollinaire, Stendhal, Gramsci. Là, il y a. Lewis C'est Carroll. du pur hasard qu'il n'y a que 2 ans, mais il y a les plus vendus d'ailleurs en France. Ce sont Jane Austen et Virginia Woolf. Et avec notre étonnement, Fernando Pessoa, qui a beaucoup plus de succès, les grands poètes portugais, beaucoup plus de succès en France qu'en italien. Ah ouais. Donc, en ayant ce double registre-là, c'est intéressant de voir même à quel point c'est une sorte de thermomètre, d'à quel point un classique, parce que c'est la plupart sont des classiques, non, est populaire dans un pays ou dans l'autre. Et pour la plupart des titres, l'Italie et la France ressemblent beaucoup, sauf dans le cas de Pessoa, qui en France a marché beaucoup mieux. Après, on n'a pas fait exactement le même titre. Il y a des auteurs qu'on a fait en italien qu'on n'a pas fait en français, et le contraire. Et juste, je termine pour dire qu'on y tient d'un point de vue du contenu. Donc, le public, c'est un public qui peut être un public qui s'approche à l'auteur pour la première fois à travers un petit livre de lettres. Là, il s'agit d'une centaine de milliers de caractères, à peu près. Par livre. Donc, on peut s'approcher, c'est une porte d'entrée, une fenêtre d'entrée sur ces grands auteurs à travers les lettres, mais aussi, souvent, les spécialistes peuvent y trouver quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire, souvent, c'est des inédits. Donc, les lettres présentées, ce n'est pas le cas, par exemple, des Gramsci, dont l'épistolaire avait été traduit en français déjà dans les années 60, en entier, mais avec un certain étonnement, c'est le cas de Joyce, dont pas mal de lettres qui sont présentes dans notre pli, voilà, comme celle-là, sont présentées au public français pour la première fois. Donc, on essaie toujours d'y mettre à l'intérieur, sont toujours, disons, formulés par des spécialistes, des différents auteurs, d'y mettre un sort de service éditorial et culturel avec un nouveau regard sur les auteurs dont on parle. Parfait. Merci beaucoup. Alors, Vincent, vous n'êtes pas éditeur, mais vous travaillez avec les éditeurs et vous allez nous expliquer un peu ce que vous leur proposez pour toucher de nouveaux publics. Pour toucher de nouveaux publics et surtout pour que le livre prenne sa place et occupe une place de choix auprès du public, qu'il trouve son public, mais qu'il se défende en fait dans cette masse qu'est le monde de l'édition, il faut bien le dire. Alors, contrairement aux deux autres intervenants, je ne suis pas éditeur. Disons que j'apporte ma pierre à leur édifice. Je suis là en appui. Voilà, je suis
partenaire de l'édition. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'imprimeur, je suis très basique, je suis très terre à terre, mais tant mieux parce que je suis en capacité d'entendre leurs besoins et mon souhait, c'est de pouvoir y répondre au mieux et donc d'amener des faisabilités qui sont bel et bien techniques. Mais le débat, c'est quand même d'être là au service de leur sujet qui est avant tout éminemment créatif, même si derrière, ça passe par des procédés industriels. Mais c'est ça mon métier. Donc, c'est d'amener de la faisabilité en termes de créativité et de rendu, que sont par exemple ces couvertures-ci. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle le livre collector. Alors, c'est effectivement, il y a différents axes. C'est le livre collector, c'est le hors-série, c'est l'effet spécial, c'est l'effet d'attraction, c'est le hors du commun, c'est un peu, voilà, c'est chercher la particularité, soit pour servir un sujet, soit pour mettre en avant certains titres ou certaines collections. Mmh. Et vous visez quel genre de public, justement, avec ces couvertures très travaillées? On va vous les faire passer encore une fois, mais attendez, voilà, je vais prendre celui-là, par exemple, avec un jaspage absolument incroyable là, sur le côté. Enfin, c'est vraiment des choses. C'est vraiment Alors, l'objet livre, là encore. Là, Dit Astrid, tout à l'heure, on on est est sur le roman, mais sur autre chose. tout à fait. On est typiquement sur notre cœur de métier, à savoir la collaboration, puisque ça, c'est en fait le résultat du travail de plusieurs intervenants. Il y a évidemment le contenu, il y a l'éditeur, il y a le souhait éditorial, et puis derrière, il y a différentes personnes qui interviennent. Nous, c'est principalement sur la couverture. On va amener des faisabilités, on va amener des idées, on va amener des propositions, et puis derrière, le résultat, voilà, c'est en fait l'addition de plusieurs ingrédients, dont un de ces ingrédients nous est confié. Hein, pareil ici, par exemple. Mmh. Donc ça veut dire qu'en fait ces livres-là, par exemple, les 3 exemples, ils sont édités en format relié classique ou poche s'ils ont du succès. Et après, on propose aux lecteurs qui ont adoré ce livre-là de s'approcher de cette lecture de façon différente, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Et pour le coup, par exemple, celui-ci, c'est typiquement une édition spéciale hors série collector pour les fêtes de fin d'année, par exemple. Hein. Ça peut être une réédition rehaussée qui pour remettre le titre en avant. Parfait. Alors justement, la promesse de cette table ronde, c'est de vous présenter des choses un peu innovantes. On va peut-être faire passer les livres pour que les gens, c'est quand même de superbes objets au-delà des contenus qui sont formidables, mais on va donc, la promesse de cette table ronde, c'était de vous dire que c'était pas parce qu'on faisait du beau livre, du livre original, innovant, etc., que pour autant ça coûtait 50 € ou 70 € à l'achat au lecteur. Et là encore, l'objectif, évidemment, ce sont des économies de coûts peut-être pour l'éditeur, mais c'est aussi des choses très importantes pour capter un nouveau lectorat. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le pricing, comme on parle en marketing, Astrid, comment vous êtes positionné? Pourquoi vous avez choisi ce prix-là et pas un autre? Alors, évidemment, nous, on voulait rester sous la barre symbolique des 10 € pour que ce soit vraiment accessible. Alors, pour déterminer le prix, évidemment, nous, on a fait beaucoup de recherches justement avec nos imprimeurs pour trouver un équilibre. Ça paraît très simple, mais c'est assez complexe d'arriver à cet équilibre de résistance du papier intérieur de la couverture. On a quand même voulu avoir une fabrication élégante, donc on a un étui qui permet de ranger le livre une fois qu'on l'a plié puis déplié. Ce qu'on appelle ici une couture singère qui paraît être quelque chose de très simple, mais en réalité, il y a peu d'imprimeurs finalement en Europe qui continuent de faire des coutures singères sur des très grands tirages, ce qui est notre cas pour cette collection. Donc c'est vrai qu'on a pris le coût de fabrication, proposé à nos auteurs un pourcentage et un avaloir honnête par rapport à ce type de travail, tout en ayant pour objectif de réduire le prix de vente au maximum. Donc tous les titres sont vendus à 8,90 €, quel que soit. Certains artistes sont sous droit, donc ça nous coûte plus cher à produire, mais on a pris cette décision d'harmoniser le coût sur l'ensemble de la collection, avec pour objectif de toucher le plus de lecteurs possible. Parfait. Lorenzo, combien? Là aussi, il y a une histoire similaire parce que c'est le prix moyen entre les 8 et les 10 pour nos livres. Et je dois partager... Sans le prix du timbre. Voilà, sans le prix du timbre. C'est vrai, ça, on l'offre pas à la maison. Mais, je partage avec vous juste un moment de stratégie qu'il y a derrière. Donc, je vous disais, cette collection est née avec la maison d'édition, donc c'est un cas
très différent de Gallimard, évidemment, parce que Lorma, c'est encore un peu plus petite que Gallimard pour l'instant. Donc, on attend Noël, on espère bien. Mais donc, quand on a commencé à présenter nos livres au public italien, donc je vous ai dit, l'édition, la collection est née avec la maison d'édition en Italie. Et on avait des auteurs sur lesquels nous parions beaucoup. C'est-à-dire, nous étions certains du valeur littéraire, mais forcément, lorsque c'était la première fois qu'on les amenait dans les librairies italiennes, on avait que notre parole, disons. C'est le cas, par exemple, les plus formidables d'un point de vue du succès qu'il y a eu après en italien, de Annie Ernaux, qu'on a commencé donc à publier en 2013, bien avant la reconnaissance internationale qu'elle avait eue. D'ailleurs, c'était au départ pour les libraires le nom d'Annie Ernaux ou de Uwe Johnson, Bremer, les différents auteurs, c'était des inconnus totales. Donc on avait un peu besoin de percer la membrane d'indifférence que forcément un libraire a vis-à-vis des noms qu'il ne connaît pas. Donc, pour entrer avec les noms de la maison d'édition dans la librairie, on s'est dit, et pour avoir même un positionnement culturel dans la librairie, on avait besoin de quelques noms qui soient, comment dire, qui nous protègent. On a commencé avec 4 de ces plis. Les 4 plis, c'était celui de Gramsci, celui de Baudelaire, celui de Leopardi et celui de Nietzsche. Donc, en français, en allemand et 2 italiens, 4 titans de la culture, 4 auteurs qu'on vénère pour différentes raisons, parce qu'ils sont vénérables, et toujours avec une approche un peu, je dirais, iconoclaste, c'est-à-dire en essayant de casser la vérité stéréotypée qu'il y a derrière ces auteurs-là, avec un regard particulier. Le cas de Nietzsche, par exemple, qui à travers ses lettres, on s'aperçoit d'à quel point il était un homme tendre et attendrissant d'un point de vue émotionnel, sentimental. Donc, on avait besoin aussi d'un prix promotionnel. On ne pouvait pas rentrer dans la librairie avec un prix. Lorma n'existait pas. On n'a pas. C'était une façon, disons, de faire bouger les noms, de faire connaître les noms de la maison. Et donc, on avait commencé avec un prix encore plus bas. Et quand on est arrivé en France, on s'est dit, là, peut-être, son prix, ça sera le prix normal, ça pourrait être celui de 10 euros, ou 9,90, ce genre de prix. Mais on a toujours, on s'est dit à l'instant, on commence par 8, que c'est un prix un peu au-dessus on ne devient pas riche, avec, même pas avec 10, je pense, mais quand même, c'est un prix un peu à la limite d'un point de vue purement économique, mais qui nous a servi pour arriver effectivement aux lecteurs et aux lectrices. Et la réaction du public, ça nous a convaincus qu'on a bien fait. Donc, on reste sous ces prix. C'est d'ailleurs un livre qu'on peut trouver aux caisses, qu'on sait bien à quel point c'est un espace très important. Donc, on a préparé des présentoirs en bois qu'on a fabriqués nous-mêmes pour 220 librairies françaises. Mais nous-mêmes, je veux dire, nous-mêmes. À la main. Ah oui, mais non, mais vraiment, nous, c'est-à-dire que moi, à mon Véritables âge. artisans. Mais oui, mais parce que vous savez, les hommes de mon âge, soit ils s'achètent une voiture sportive, ou sinon ils achètent des scies, des choses. Hein. Donc, dans mon garage, j'ai commencé à faire du travail. Après, je l'ai amené à la rédaction. Il y avait des stagiaires qui étaient venus à la rédaction de Lorma à Rome en pensant d'étudier justement Baudelaire, Rilke, la littérature, et se sont mis à travailler, à faire tout le travail, mais c'était formidable. On a passé quelques mois avec l'alternance de travail intellectuel et de travail pour ce 220 donc présentoir. Si quelqu'un de vous, j'aimerais l'avoir avec moi, je l'ai pas, mais après je cherche des photos, je vous montre la photo du présentoir. Merci, Donc. merci. Alors Vincent, vous, comme je l'ai dit, vous travaillez avec les éditeurs et évidemment, pour proposer des objets livres comme ça, il va falloir aussi contenir le prix parce que c'est important. Comment vous faites? Pas du tout, non. Alors là, le prix, c'est jamais un sujet. Tout va bien, jamais. Ah bah c'est rare d'entendre ça. Ben oui, c'est ça. On est dans la même économie, on est dans le même principe, la même approche. Donc, à l'inverse de nos deux intervenants, moi, c'est le prix, c'est le délai, c'est la qualité et c'est la force de proposition. Donc, je dois amener tout.
Et tant mieux, c'est ce qui fait, c'est ce qui donne du sel. Mais c'est vrai que c'est ça le challenge aujourd'hui, le défi, c'est vraiment ça, c'est de se permettre de rêver, c'est permettre à nos clients de recommencer à rêver, parce que c'est quand même ça le point de départ, tout en gardant bien à l'esprit que derrière, il y a une logique économique et qu'il va falloir quand même rêver, mais de façon raisonnée, quoi. C'est-à-dire qu'on doit vraiment se mettre au diapason des impératifs et techniques et calendrier, mais financiers également, de nos donneurs d'ordre. Effectivement, c'est ça tout l'exercice. C'est à la fois de dire allez-y, racontez-nous ce dont vous rêvez, et puis derrière nous, de formuler une réponse qui tient compte de tous les aspects pour, in fine, arriver à faire les choses quand même, quoi. Donc ça, oui, c'est vrai que c'est compliqué. Mais on y arrive. Et aujourd'hui, par exemple, sur le livre de Chatham qu'on a vu, on est à peu près à quel prix, vous savez? Enfin, c'est l'éditeur qui le fixe. Alors c'est ça, c'est pas moi qui fixe le prix, mais disons que pour vous donner une réponse certes caricaturale, mais qui va quand même vous donner une idée, vous avez du Chatham, là, du beau livre, mais on fait aussi du poche, donc du vrai petit prix. Mais en fait, le débat, il ne porte pas tellement sur le prix, il porte sur la pertinence. C'est-à-dire qu'un livre de poche qui est un peu plus cher, mais qui est pertinent, derrière, ça va faire des ventes supplémentaires et ça va faire sens. Mais si vous voulez, pour nous, là, je parle de la couverture, hein, si une couverture dite normale, lambda, coûte 1 euro, la mienne, avec toutes les options que je vais mettre, elle peut coûter entre 1,25 et 2 euros. Donc, je rajoute en coût de fabrication 25 à 100% du prix de la couverture. Alors, bien évidemment, c'est rarement 100%, mais l'honnêteté m'oblige de vous dire que des fois, ça fait 2 fois le prix. Hein, ça dépend où il y a du métal, ça dépend quel métal on utilise. Voilà, il y a des détails techniques qui font que les prix peuvent partir à la hausse. Mais c'est vrai qu'on peut obtenir du beau et des effets de fabrication sans pour autant exposer le prix, puisque 25% de plus, oui, c'est un supplément, mais ce n'est pas non plus incommensurable. D'autant que c'est que la couverture. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Alors, une petite question très rapide, parce que le temps file, il nous reste 5 minutes. Les contraintes de fabrication, en 3 mots chacun, c'est quoi? Quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontés? Alors, très rapidement, le temps. Parce que voilà, on a pris cette décision d'avoir une reliure qui nous permet en fait de maintenir l'objet stable, qui est une reliure avec un seul fil. C'est très long à faire. On imprime, nous, entre 24 000 et 32 000 exemplaires à chaque série. Et c'est notre deuxième contrainte, c'est le volume. C'est pour ça qu'on sort plusieurs titres en même temps. On les sort toujours par 4 titres. Parce qu'on a besoin de réduire nos coûts unitaires de fabrication et que pour ça, nous, on imprime ce qu'on appelle en amalgame, c'est-à-dire nos 4 titres sont imprimés et façonnés, fabriqués, mis dans des camions et livrés à la Sodis en même temps. Et donc voilà, c'est une contrainte importante, ça nécessite de trouver des astuces pour mettre en valeur les artistes peut-être un peu moins connus et pouvoir assurer aussi des réimpressions. Voilà, c'est nos 2 contraintes, le temps, le volume. Et sinon, c'est très ludique, donc même pour les imprimeurs, je pense que c'est des jolis challenges. Fabio, en 3 mots. Pour nous, contraintes. il y a la coupe de forme. Vous voyez ici, cette forme-là qui est fait en sorte que l'imprimeur, désormais on travaille avec un imprimeur depuis quelques années avec toujours le même, qui sait bien comment le faire. Ici, c'est juste un petit millimètre, ça nous est arrivé. D'ailleurs, d'avoir des imprimeurs, c'est crucial le rôle de l'imprimeur, un peu moins attentif. Donc, pour 8000 de nos exemplaires, on a dû refiler parce que c'était un petit peu comme une chemise, petit peu trop petite. Alors, on a dû mincir le livre et à vrai dire, là, un peu trop minci. Donc, à la fin, c'était comme une chemise, la chemise de ton grand frère, de ton frère aîné. Donc, là, c'était pas un bon moment. Mais après, une autre contrainte importante, c'est effectivement que les livres, il faut les plier. C'est un humain qui le fait, justement. Donc, le mettre, la jaquette, comme toutes les jaquettes, les sous-couvertures, est mis à la main. Il n'y a pas des machines qui le font, ce travail-là. Dans notre cas, pour une grande partie des livres arrivent en librairie dans la façon enveloppe, pas dans la façon sous-couverture. Donc, on fait 60-40%
comme ratio entre les deux. Et donc, c'est du travail humain qui ralentit les temps de production. Et troisième chose, le papier, ces beaux papiers-là, ça s'appelle Materica Fedrigoni. Fedrigoni, comme vous le savez certainement, c'est un grand producteur de papier. Et ça, c'est un peu, comment dire, c'est une Mercedes, une Porsche des papiers. Et par contre, on voudrait avoir la Porsche de toutes les couleurs du monde, mais nous, on est obligé à le faire que dans les couleurs que Fedrigoni a pour ce genre de papier. Donc, le jour où nous on appelé pour dire qu'il y avait les jaunes, il y a un petit livre ici jaune, voilà. Ces livres-là, si tu peux le lever, s'il te plaît, merci mademoiselle. Ce beau jaune-là, Federico, nous avons une nouvelle couleur, c'est jaune, et c'était magnifique, et donc on a adoré avoir la possibilité d'ajouter aux autres dans la palette des couleurs. Même, et le noir les jaunes. Les noirs, ça a toute une autre histoire, à vrai dire, je ne veux pas prendre trop de minutes, voilà, ce jour-là, ça c'est né avec une erreur d'un imprimeur qui avait mal mis comment ça s'appelle la sérigraphie, Oui. voilà. Donc, il s'était trompé, il avait dû jeter des couvertures. Donc, on est allé à Pomezia pour voir, il avait ce papier noir. On a essayé noir sur noir. La plupart des gens pensent que c'est une tablette de chocolat, parce que ça ressemble à du chocolat. Si j'ai encore vraiment 30 secondes, juste pour vous dire, ce titre-là, c'est unique. Donc, c'est que ce noir sur noir. Et à l'intérieur, il n'y a pas une épistolaire, c'est un numéro spécial, c'était le numéro 10 de la collection. Il y a le récit, les contes des Pau sur une lettre, donc, où la lettre est la grande protagoniste. C'est la lettre volée, donc c'est toujours un sujet postal, si vous voulez. Lettre volée, et là, l'histoire de la lettre volée, c'est que tout le monde cherche cette lettre qui, à la fin, est sur le bureau du mort. Donc, il avait laissé exactement sur son bureau, donc l'on cherchait de partout, dans toute la maison, toute la villa. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que donc la morale du récit, c'est que parfois ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on a sous les yeux. Non? Donc on cherche les clés et les... Et ce livre-là, c'est un peu exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est du noir sur noir. On n'arrive pas bien à lire les titres parce que parfois on n'arrive pas bien à voir ce qu'on a sous les yeux. C'est une grande morale de la théorie de l'art. Voilà. Vincent, vos contraintes, vous devez en voir plein. Ouais, enfin, elles sont Mais aussi vous nombreuses. maîtrisez? Alors là, super, sur toute la Voilà. ligne. Non, le vrai débat, c'est la pertinence, en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a un nombre incroyable de possibilités techniques. Petit tirage, moyen tirage, grand tirage, petit format, grand format. Donc ça, c'est pas trop le sujet. Par contre, c'est être pertinent. Et être pertinent, c'est d'abord et avant tout comprendre le désir créatif de l'éditeur, avoir un visuel ou des visuels et puis accompagner l'éditeur sur ce sujet-là, quoi. Donc la pertinence, c'est au niveau créatif rendu, mais évidemment après planning, budget et tout ce qui suit, mais c'est la pertinence. Ouais. Ils sont capricieux les éditeurs ou quand du vous tout, leur du faites, tout, du tout, du tout. Ils sont toujours contents, ils sont toujours très contents. Wow, incroyable. Écoutez, ouais, on arrive au terme de cette rencontre. J'espère que ça vous a intéressé. Je pense qu'on peut applaudir nos invités parce que c'était super. Et je vous retrouve tout à l'heure. Hein. Il y a 2 autres conférences, une sur la fabrication justement et une sur le livre audio. Donc pour la journée. Puis demain, il y aura d'autres sujets. Merci beaucoup en tous les cas.